Il est exactement 18h sur les antennes de Chérif la télévision, l'heure de votre édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Union des associations des commerçants détaillants du Mali pour les foires a procédé ce jeudi 18 décembre 2025 au lancement officiel de la 3e édition de la foire de fin d'année. L'événement se tiendra du 12 décembre 2025 au 5 janvier 2026 sur l'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio. Khadija Traoré et Draman Malé pour Chérif la télévision. La FIAMA est un événement annuel qui vise à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer les liens économiques entre les pays de la sous-région. Les organisateurs ont mis l'accent sur les raisons du changement de lieu habituel pour cette 3e édition. Un événement, c'est une organisation et non un site. D'habitude, on avait l'habitude de faire cette foire au parc des expositions de Bamako, communément appelé FEBAC. Et les événements dernièrement effectués ici au stade 26 mars ont donné des fruits du progrès. Donc, et à travers nos expériences, à travers ce que nous pouvons tirer de tout ça, c'est une localité qui se situe au cœur même de la rive droite. Et voilà, donc en termes de mobilité, notamment pour minimiser la crise des carburants. Donc tous ceci sont des facteurs qui nous ont motivés à choisir ces sites pour cette 3e édition de la foire de fin d'année. Le président de l'Assemblée permanente des chambres du métier au Mali a quant à lui exprimé ses impressions quant à cette 3e édition. Nous sommes très heureux d'accompagner les commerçants détaillants en fin d'année. Vous saviez, c'est un facteur qui mobilise même des participants chez nous, au SIAMA, au Salon international de l'artisanat du Mali. Parce que les gens se disent, après le SIAMA, nous allons rester pour faire la foire de fin d'année. Ça, c'est une source de motivation pour certains artisans. Donc nous sommes sur le terrain, il y a beaucoup d'artisans du Mali et de l'Afrique qui ont participé au SIAMA, qui ont continué directement avec cette foire. Donc nous venons pour les soutenir. Au nom de l'ensemble des chambres consulaires du Mali et au nom de tous les artisans du Mali, nous sommes là à les accompagner et à leur souhaiter bonne chance. Que la fin d'année soit belle, que ce soit une très belle fête, que ce soit une foire reçue. La cérémonie de lancement a été suivie d'une visite guidée des stands où les exposants ont présenté leurs produits et services aux invités. Soulignons que la FIAMA édition 2025 accueillera plus de 500 exposants venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde qui présenteront leurs produits et leurs services dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, le commerce et est ouverte au public jusqu'au 5 janvier 2026. L'actualité sur un autre volet dans ce 18h30 en direct sur nos antennes. Le ministre de la Santé et du Développement social a présidé la cérémonie inaugurale des installations solaires du CSCOM de Yirimadio, en présence notamment des autorités communales et sanitaires de la localité. C'était le jeudi 18 décembre 2025. Le reportage est signé Abdul Karim Sako, Abdoulaye Diarra. L'association des centres de santé communautaires de Yirimadio a vu le jour en 1997. En vue d'une autonomie en énergie pour une meilleure prise en charge des malades, elle vient de se doter de nouvelles sources d'énergie, à savoir l'acquisition et l'installation d'énergie solaire. Les installations solaires, objet de la présente cérémonie, ont une capacité de 185 kW et ont coûté à l'Assacoïr la bagatelle de plus de 55 millions de francs CFA sur fonds propres. Elles devraient contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations et assurer une permanence du service du CSCOM de Yirimadio. Le système de groupe nous coûtait mensuellement au moins 1 200 000 de francs en carburant, sans compter les maintenances qui dépassaient 400 000 francs CFA par échéance, et ceci ne nous dispensait pas des factures de l'EDM. L'équipement solaire que vous êtes invité à inaugurer cet après-midi a été financé sur fonds propres à hauteur de 55 988 000 sur fonds propres, avec une capacité de stockage d'énergie de 184 kW, couvrant 100% du besoin énergétique du centre. C'est donc avec un immense honneur et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui, Madame le ministre,
pour inaugurer cette installation solaire, fruit de la résilience et des efforts de la population de Yirimadio en général et de l'Assakoyir en particulier. Ces installations solaires ont été réalisées par une entreprise malienne, en l'occurrence Green Energy, qui a déjà fait ses preuves en remportant des prix au niveau mondial dans le domaine de l'énergie solaire. C'est une installation de capacité de 185 kWh avec une puissance crête de 105 kW crête, voilà, et qui permet de prendre l'hôpital à 24 heures sur 24. Et toutes les unités qui sont là fonctionnent à 100% avec de l'énergie solaire. Et c'est un système haut voltage. Et sans oublier aussi la puissance crête qui est là et a une production journalière de 405 kWh. Donc c'est très important et les systèmes fonctionnent bien. Et déjà à 11 heures, les batteries sont chargées et la production maximale prend toutes les unités en charge. Le ministre de la Santé et du Développement social, au nom du gouvernement, a salué et félicité les responsables de l'Assakoyir pour ces réalisations sur fonds propres, avant d'exhorter les autres ESCOM à plus d'engagement au service de la santé publique, l'une des priorités du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Toute cette réalisation a plus de 55 millions de francs CFA. Vous avez vu que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a fait beaucoup d'énergie solaire dans beaucoup de nos structures. Si les structures même, à travers les ASACO, commencent à le faire, ce n'est qu'un plus. Et on les félicite parce qu'on a vu que le centre sera pris en charge 100% sur le plan énergétique. Ils n'auront même pas besoin de DDM et il y a même des réserves. Donc ça veut dire que quand on va penser à faire des extensions, ça ne va pas nous poser des problèmes. Donc on salue vraiment l'engagement, la résilience de l'ASACO et de toute la population de Yirimadio et on exhorte vraiment les autres ASACO à suivre le pas de Assakoyir. La visite des installations et la coupure du ruban ont mis fin à la cérémonie. Clôture à présent de la campagne de sensibilisation sur l'assurance volontaire avec un aide de l'INPS. La cérémonie s'est tenue ce jeudi 18 décembre 2025 à Faladjer en présence de plusieurs personnalités. On en sait plus dans ce commentaire signé Fatmata Yayakani. Cette étape de la commune 6 marque la fin de la campagne de sensibilisation sur l'assurance volontaire avec un aide de l'INPS, une initiative qui visait à informer et sensibiliser la population sur l'activité en question. L'assurance volontaire est un régime dédié pour la protection du secteur informel que l'État malien a mis à la disposition de l'INPS à travers la loi 047-99 du 28 décembre 1999. Ce régime-là est appelé à prendre en charge tous les acteurs du secteur informel, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas soumis sous un autre régime. Et tu fais une activité à ton compte, tu es appelé à être protégé par l'assurance volontaire. Et dans ce régime-là, il y a 3 grands avantages qui sont, après 15 années de cotisation, bénéficier de la pension, bénéficier de l'allocation familiale pour les enfants, pour ceux qui sont en possession d'enfants, et bénéficier de la carte AMO. Tu ne peux pas bénéficier de la carte AMO sans passer par l'INPS. Et des espaces de ce genre, je pense que nous vaincrons petit à petit le taux. Donc moi, c'est une satisfaction totale à travers le résultat que j'ai donné ce matin. Déjà, sur 11 mois, nous avions pu enrôler 10 700 assurés volontaires. Affirmant l'accompagnement de l'initiative, les responsables de l'Institut national de prévoyance sociale souhaitent la bonne collaboration et la compréhension de tous. Bon, vous saviez, accompagner l'assurance volontaire est pour moi une obligation morale. En ce sens que c'est un régime qui est en train de renaître de ses cendres. Et je crois que l'accompagner est de bonne guerre parce que l'AV sera une couverture sociale, si elle est mise en application comme on le souhaite, qui va contribuer vraiment à protéger plus de 80% de la population. Parce que simplement, quand on parle de sécurité sociale, les gens ne voient que l'INPS à travers les travailleurs, les salariés, et la CMSS à travers les fonctionnaires, alors que ce régime qui vient de naître, qui est en train de prendre de l'engouement,
va vraiment couvrir tout le reste de la population. Ça, je suis certain. Et ce faisant, je crois que c'est le Mali qui a tout à gagner. Je crois que laver aussi, c'est une porte, une sortie, une aubaine que tous les Maliens doivent saisir, vraiment. L'ambassadrice de l'assurance volontaire de l'INPS a salué le courage du responsable de l'assurance volontaire et l'ensemble de son équipe avant d'encourager les uns et les autres à l'adhésion pour le bien-être de soi. Et on est là dans le cadre de la sensibilisation de l'assurance volontaire à la commune 6 du district de Bamako. Comme à l'accoutumée, on a eu affaire à toutes les communes, de la commune 1 jusqu'à la commune 6. Et aujourd'hui, c'est la clôture. On a vu combien l'équipe de M. Dagnon elle a travaillé, et sous l'accompagnement même du chef de service de M. Dagnon. Et moi, en tant que l'ambassadrice de l'assurance volontaire, je les accompagne jour et nuit. Et pour faire passer le message, voilà, qui est de sensibiliser, d'encourager à l'adhésion de l'assurance volontaire pour les non-salariés. Et parce qu'il faut savoir que les fonctionnaires, les salariés ont droit à la protection sociale au même titre que les non-salariés. Et donc, c'est une très belle initiative à saluer, qu'il faut soutenir et encourager. Et nous passons un message très fort à l'endroit des populations, voilà, qui évoluent dans l'informel, et comme les cultivateurs, les commerçants, les agriculteurs, voilà, d'adhérer à l'assurance volontaire. C'est leur droit. Il faut retenir que l'assurance volontaire AV est un instrument de solidarité qui offre l'opportunité aux assurés de profiter davantage d'une protection durable. La remise d'attestations et de trophées ont été les temps forts de la cérémonie. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. Ravi de vous présenter la synthèse de l'actualité internationale de ce vendredi 19 décembre 2025. Tout d'abord au Bénin. Après l'échec de la tentative de coup d'État dans ce pays le 7 décembre dernier, la représentante spéciale adjointe de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a mis en garde contre les réformes de gouvernance non inclusive, appelant à plus de transparence en matière de changement institutionnel. L'expérience dans la région montre que les réformes de gouvernance perçues comme excluantes érodent la légitimité alimentaire, le mécontentement populaire. La tentative de coup d'État du 7 décembre au Bénin, si proche des élections présidentielles et législatives prévues pour le début de l'année 2026, souligne encore davantage la nécessité d'une large consultation et d'une grande transparence sur les processus de réforme constitutionnelle et de gouvernance, a déclaré Barry Freeman, représentant spécial adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La tentative de coup de force au Bénin est intervenue quelques jours seulement après le coup d'État en Guinée-Bissau, alors que le pays attendait les résultats du scrutin présidentiel. Les deux événements seraient, selon le représentant du Bénin à l'ONU, la preuve des dysfonctionnements institutionnels dans la région. Autre actualité internationale, au Soudan, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, s'est rendu jeudi au Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de crise persistante au Soudan, où les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide RSF ont provoqué la mort de milliers de personnes et forcé des millions de civils à fuir leur domicile. Au cours de l'entretien, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de préserver l'unité et l'intégrité du Soudan ainsi que ses institutions. L'Égypte a rappelé son droit, conformément au droit international et à l'accord de défense bilatérale, d'agir pour protéger ses principes et s'est opposé à toute initiative susceptible de fragiliser la souveraineté soudanaise. Les discussions ont également porté sur l'ampleur de la crise humanitaire
Les deux parties ont convenu de renforcer l'aide aux populations affectées et de mettre fin aux violences contre les civils, notamment dans la région d'El Fasher. L'Égypte a confirmé son engagement au sein du cadre international regroupant les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, visant à instaurer une trêve militaire suivie des pourparlers de paix malgré des attaques persistantes de certaines factions. L'actualité au Maghreb, le Maroc connaît ces derniers jours une vague de froid intense accompagnée de fortes chutes de neige en altitude et de pluies importantes avec jusqu'à 80 cm de neige dans les Hauts-Alta et 50 mm de pluie dans le centre et le nord du pays. Ces conditions compliquent le quotidien des habitants et perturbent la circulation sur de nombreux axes routiers. Les autorités ont déployé des mesures d'urgence à grande échelle. La mobilisation couvre 28 provinces, plus de 2000 localités et villages et vise à soutenir environ 73 000 foyers affectés par le froid. Parmi les populations protégées figurent les 665 sans-abri et 2790 femmes enceintes et 18 722 personnes âgées jugées vulnérables. Pour garantir l'accès à la sécurité, 1124 véhicules de déneigement ont été prépositionnés le long des axes les plus exposés. La vigilance des autorités a été renforcée à travers le Royaume après le drame survenu la veille à Safi sur la côte atlantique où des crues soudaines ont coûté la vie à 37 personnes. Le parquet national a ouvert une enquête pour déterminer d'éventuelles responsabilités tandis que les habitants dénoncent un retard des secours pour évacuer l'eau. Depuis cet épisode tragique, les autorités veillent désormais à anticiper et à sécuriser les populations face aux risques liés aux conditions météorologiques extrêmes. Et enfin, pour terminer cette tranche d'actualité internationale, le président russe accuse l'Ukraine de ne pas vouloir mettre fin à la guerre de manière pacifique. À l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine s'est exprimé sur plusieurs sujets, allant des problématiques locales à la géopolitique, mais les sujets le plus attendus restent le conflit en Ukraine qui dure depuis 4 ans. Son allocution annuelle était très attendue à l'international afin de connaître sa réponse au plan de paix soutenu par les États-Unis pour l'Ukraine. Le président américain Donald Trump a lancé une vaste campagne diplomatique pour mettre fin au conflit. Un projet entravé par les exigences très contradictoires de Moscou et de Kiev. Poutine a aussi profité de l'événement pour affirmer son pouvoir et faire connaître son point de vue sur les affaires nationales et internationales. Débutée en février 2022, la guerre en Ukraine pourrait entrer dans sa 5e année dans quelques mois si aucune solution concrète n'est trouvée. Le dirigeant russe souhaite que toutes les zones de 4 régions clés capturées par les forces ainsi que la péninsule de Crimée annexée en 2014 soient reconnues comme territoire russe. Il a également insisté pour que l'Ukraine se retire de certaines zones. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.